Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin avec votre échographe lorsque vous allez l'utiliser pour faire un constat de gestation à un mois environ après l'insémination. Alors aller plus loin, ça veut dire pouvoir dénombrer, chercher à dénombrer les corps jaunes. Une deuxième façon d'aller plus loin, c'est d'identifier la gémellité et sa latéralité. Troisième aspect, identifier la mortalité de l'embryon. Et enfin, pouvoir mettre en place peut-être un système de gestion plus optimal de la gémellité éventuellement constatée. Alors allons-y tout d'abord dans le dénombrement des corps jaunes. Première étape, lorsque vous faites cet examen 28 à 34 jours après l'insémination. Ce dénombrement des corps jaunes semble intéressant pour confirmer indirectement la présence d'une gémellité. En effet, une gémellité est possible quand il y a plus d'un corps jaune sur le même ovaire ou sur des ovaires différents. Ça ne veut pas nécessairement dire pour ça en présence d'un seul corps jaune, il ne peut pas y avoir de gémellité, puisqu'en effet, on peut avoir deux embryons, mais un seul corps jaune, l'un des deux ayant régressé. Deuxième aspect, c'est que s'il y a un corps jaune de plus de 20 mm sur un ovaire, cela traduit la présence d'un embryon dans pratiquement 100% des cas dans la corne ipsilatérale à ce corps jaune. Troisième aspect, un corps jaune, la présence de plusieurs corps jaunes supérieurs au nombre d'embryons que vous auriez constaté. Pas de panique, c'est une excellente chose puisque ça augmente les chances de maintien d'une gestation. Et donc, le dénombrement de ces corps jaunes, je voudrais attirer votre attention sur trois aspects. Le premier de ces aspects, c'est que en fait, la présence d'un follicule peut parfaitement masquer un corps jaune. Et donc c'est ce que nous voyons sur ces images. Je vous ai mis ici là le contour de la cavité folliculaire et à côté de cela, nous pouvons effectivement identifier un tissu lutéal et donc ce corps jaune. Veillez donc bien à bien balayer par ce mouvement tournant du poignet, à bien balayer l'ovaire lorsque vous en faites l'examen, puisqu'un follicule peut effectivement masquer la présence d'un corps jaune. Deuxième aspect, c'est que l'identification de plusieurs corps jaunes n'est pas toujours simple. En témoigne cette image ici, à gauche, et vous voyez que sur cette image, on peut identifier un premier corps jaune et un second corps jaune ici. Il est vrai que ces corps jaunes ont des tailles différentes. La situation se complique. En effet, sur cette image-ci, on pourrait penser qu'il y a un, deux, voire trois corps jaunes. En fait, un examen plus attentif permet d'en dénombrer un nombre beaucoup plus conséquent. Donc voilà, petite précision. Dernière chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il ne faut pas confondre bien entendu un corps jaune cavitaire avec un kyste folliculaire lutinisé. Donc le corps jaune cavitaire est une structure tout à fait, je dirais, physiologique. C'est un corps jaune qui a une cavité comprise entre 2 et 22 mm. Cette cavité régresse habituellement dans les 10 jours qui suivent son apparition. Et l'épaisseur du tissu lutéal, c'est un autre critère intéressant, est généralement supérieure à 5 voire 10 mm. Donc voici les images échographiques de ce corps jaune cavitaire. On en distingue ici le contour. Ici, on a le contour effectivement de la cavité de ce corps jaune. Le kyste folliculaire lutinisé, lui, présente une cavité qui est nettement plus grande à celle que l'on peut observer sur un corps jaune cavitaire. Habituellement, il ne régresse pas aussi vite que le corps jaune cavitaire. Et le tissu lutéal a une épaisseur bien moindre, comprise entre 3 et 9 mm. 3 mm d'ailleurs, c'est l'épaisseur sous laquelle on peut raisonnablement penser à la présence d'un kyste non pas lutinisé, mais d'un kyste folliculaire. Donc voilà trois remarques concernant l'examen et le dénombrement de ces corps jaunes. Deuxième étape, disais-je, c'est l'identification de la gémellité et sa latéralité. On le sait, la gémellité est en augmentation, la prévalence de la gémellité est en augmentation constante.
augmentation de la production laitière oblige. On estime que entre le 28e et le 34e jour, on peut dénombrer, chez des vaches pluripares surtout, 26% de gestation gémellaire. Et que ce pourcentage, effectivement, n'est plus de 4 à 5% au moment du vélage. 54% des gémellités sont unilatérales, 46% sont bilatérales. Et 5,5 à 9,6% des gestations gémellaires sont des gémellités de jumeaux monozygotiques, c'est-à-dire des vrais jumeaux. Dernière remarque, on trouve plus souvent une gémellité unilatérale dans la corne droite que dans la corne gauche. Rapport, bien sûr, si l'on peut faire avec une physiologie plus importante, si vous voulez, une activité plus importante de l'ovaire droit que gauche. Et donc, ce constat de gestation gémellaire va se baser sur l'identification d'une ligne hyperécogène et ou de 2 voire 3 embryons. Avant le 30e jour de gestation, le degré d'exactitude des gestations gémellaires bilatérales est plus élevé. Il est plus facile d'identifier 2 embryons dans des cornes différentes que 2 embryons dans la même corne, car s'ils sont dans la même corne, ils sont fort accolés à la paroi de la cavité et donc sont plus difficilement identifiables. Alors voici donc quelques exemples d'images échographiques où l'on voit ici l'accollement des 2 cavités des 2 placentas. Nous avons donc ici une vésicule amniotique et une seconde ici. Même image plus ou moins ici, où on voit bien un embryon dans une des 2 cavités a été identifié, et voici une autre, effectivement, cavité amniotique. Donc difficile bien sûr parfois d'identifier les gémellités, comme en témoigne effectivement cette image-ci. Nous avons donc ici une coupe plus ou moins transversale de la corne utérine, avec la limite de la cavité utérine, et bien entendu en son sein, où nous retrouvons l'embryon. Donc voilà, faisons attention. Identification de la mortalité embryonnaire. Nous sommes à l'étape 3 de l'examen, je dirais, complémentaire. Sur base de quoi? Sur base des signes que nous allons préciser, mais cette prévalence de la mortalité embryonnaire, nous gardons en esprit qu'elle est relativement fréquente, puisqu'elle est de 27% entre le 19e et le 32e jour suivant l'insémination. Elle passe à 13% entre le 30e et le 45e jour. C'est ce qu'on parle de mortalité embryonnaire tardive. Elle diminue à 7% entre le 45e et le 60e jour, et elle n'est plus que de 2% au cours du 3e mois de gestation. Alors les signes, c'est la présence d'un corps jaune de diamètre inférieur à 20 mm, l'absence de battement cardiaque et la présence de débris hyperéchogènes dans la cavité amniotique ou allantoïdienne. Voilà 3 signes de mortalité embryonnaire. N'oublions pas que cette mortalité embryonnaire est corrélée à la présence d'une gémellité. La gémellité est un facteur de risque majeur de mortalité embryonnaire, voire d'avortement. Et donc vous voyez qu'un cojumeau mort peut s'observer dans 12 à 15% des cas en présence d'un jumeau tout à fait normal. Et cette perte d'un des 2 embryons est plus fréquente si la gestation est unie que bilatérale. Bien entendu que la présence d'un cojumeau mort augmente le risque de perte du second embryon. Donc il faut savoir peut-être ici rechercher l'intérêt qu'il y a à vérifier cette mortalité d'un cojumeau en cas de gémellité. Et donc voici quelques signes effectivement de dégénérescence, voire de mortalité embryonnaire. Nous avons ici affaire à un jumeau tout à fait vivant. On voit la cavité amniotique, voici l'embryon ici, et voici la membrane amniotique. En cas de dégénérescence, voici un peu l'aspect que peut prendre l'embryon. On n'en reconnaît plus très bien, je dirais, les contours. Il peut y avoir une régression également dans la quantité de liquide présent.
Voici une autre image où on peut bien identifier un jumeau vivant et à côté, on peut observer un jumeau qui est complètement, je dirais, dégénéré. Donc, pas si simple, mais possible. Alors, dernière chose, peut-être sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est cette que faire en cas de gémellité. On peut peut-être l'identifier, la possibilité d'une gémellité peut être identifiée au moment de l'œstrus. Et donc, la recherche de la présence de deux follicules dominants de diamètre supérieur à 12 mm est peut-être une stratégie très précoce. En cas de deux follicules présents, eh bien, on peut tout à fait en ponctionner l'un ou l'autre. La GnRH injectée à ce moment-là ne va pas réduire le risque de gémellité. Si ponction il y a eu lors de l'insémination, si ponction d'un des deux follicules il y a eu, il est recommandé d'injecter une GnRH 7 jours plus tard. Nous en arrivons donc à la période du 28e au 34e jour. C'est là donc que les gémellités seront dépistées. Sera dépistée également la présence éventuelle d'un embryon mort et qu'il est possible à ce moment-là d'éliminer une des deux vésicules par la méthode dite du squeezing, classiquement pratiquée dans l'espèce équine. Si un squeezing a été réalisé, il est conseillé d'injecter en même temps une flunixine et une GnRH. Donc voilà. S'il y a une gémellité unilatérale, eh bien, il est conseillé effectivement d'injecter une GnRH pour éviter le risque de mortalité embryonnaire. Et dernière chose que l'on peut faire, on va y revenir, c'est de pouvoir déjà à ce stade-là sexer les embryons. En tout état de cause, si gémellité a été constatée entre le 28e et le 34e jour, il est presque impératif, effectivement, d'en exclure la présence au 60e. Donc un nouvel examen s'avère indispensable un mois plus tard environ. Si deux vésicules, si deux embryons sont encore constatés, deux embryons vivants, eh bien là on peut toujours interrompre la gestation en injectant une double dose de prostaglandine. Le tarissement devra être adapté. Le moment du tarissement devra être adapté à la présence de ces deux fœtus éventuellement constatés. Et bien entendu, une surveillance complémentaire au moment du vélage sera réalisée puisque habituellement la gestation est plus courte de 8 jours environ en cas de gestation gémellaire. Voilà. Dernier commentaire peut-être intéressant, c'est concerne la longueur effectivement de l'embryon. Ici, nous voyons l'évolution de cette longueur de 184 embryons entre le 28e jour de gestation et le 34e. Donc ça agrandit de plus ou moins 4 mm au cours de cette période. Mais fait plus intéressant, c'est que cette croissance, je dirais, n'est pas tout à fait la même pour des embryons de sexe mâle et des embryons de sexe femelle. Il y a effectivement une différence. Et en moyenne, les embryons de sexe mâle sont 25% plus grands que les embryons de sexe femelle. Et donc là, on a déjà un avant-goût de ce qui peut se passer après une confirmation réalisée, habituellement celle-là, après le 55e, 60e jour de gestation. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les gémellités et les ovulations multiples, eh bien j'avais déjà posté sur ma chaîne YouTube 2 vidéos relatives à cet important problème. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui et à bientôt, comme on dit, pour d'autres aventures.